Euh, c'est la deuxième fois, je crois, Oui, Agile en c'est la scène. deuxième fois que je viens. Je suis Voilà, ravie. vous avez fait les débuts. Donc, Je suis tout à fait ravie. merci d'être là à nouveau, c'est un vrai plaisir. Cécile Roche, qui est directrice Lean Agile, alors, directrice de la performance industrielle du groupe Thales et membre aussi du comité d'administration de l'Institut Lean France. Voilà. Donc, je vais te laisser la parole. Et puis, bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie absolument déjà de voir des gens en vrai. Et puis je dis bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent en distanciel, aussi bien dans l'espace que dans le temps. J'ai choisi le titre « L'agilité n'est pas une méthode, mais c'est un besoin ». Évidemment, c'est pour faire un petit peu de provocation, parce que la notion de méthode agile est une bouteille à l'encre qui peut se vider indéfiniment. Mais j'ai eu le plaisir d'écrire ce livre dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est un peu différent des précédents parce que celui-ci est basé sur l'interview que j'ai fait d'un certain nombre de dirigeants. Et ils m'ont dit des choses qui, à chaque fois, m'ont rééclairé sur un certain nombre de sujets. Et en particulier, la notion d'agilité. J'ai des grands signes de Franck derrière qui me dit « Tu n'es pas dans l'endroit où on te voit, donc je bouge ». Je suis très nerveuse sur scène parce que la dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, je me suis pris un gadin phénoménal. Et comme je suis très digne, je suis remontée sur la scène comme si de rien n'était. Tout va bien, tout va bien. Et j'avais mal. Donc ça va me passer, hein, ça va passer. Mais là, j'ai encore quelques réflexes pavloviens sur le sujet. Alors, je vais vous parler d'agile ou d'agilité, mais je vais surtout vous parler de business et de people. Je vais vous parler des gens et je vais vous parler du business. Parce qu'il n'y a rien, en tout cas quand on parle de professionnels, hein, on n'est pas là pour faire de la philosophie, mais d'un point de vue d'entreprise, il n'y a rien qui compte si ce n'est le business et les gens. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai le sentiment, alors c'est un sentiment, je commence à faire des mesures d'ailleurs hein, pour objectiver mon sentiment, qu'on ne m'a jamais autant ordonné d'être agile. Soyez agile. Alors, je vous ai sorti un certain nombre de petits exemples. Vous verrez si vous vous y retrouvez. Ce sont tous des exemples vrais, vécus. Hein. Donc, vous avez le client qui vous demande de faire une installation, mais qui n'a pas mis l'électricité. Soyez agile, vous dit-il. Vous n'avez qu'à aller vous repiquer chez le voisin. Il y a celui qui vous dit on va passer tout le monde en flex office. Hein, pour que soyez agile, on va vous passer en flex office, mais dans le même temps, qui dit non, mais le télétravail, c'est des jours fixes. Hein. Bon, on sent que là, la notion de flexibilité, elle est d'un côté, elle est un peu moins de l'autre. Hein, mais soyez agile, vous pouvez quand même pas résister à ça, vous êtes agile. Vous avez l'entreprise du CAC 40 hein, qui dit à son petit sous-traitant, en lui imposant son système qualité qui ressemble plus aux évangiles complets qu'aux 10 commandements, soyez agile, voyons. Il y a le chef aussi qui charge son équipe à 120%, ce qui déjà en soi est une erreur fatale, et qui toutes les semaines rajoute une priorité en disant « mais il faut être agile ». Et j'enlève quoi, chef ? Non, mais faut être agile. Le chef de projet qui change 5 fois par mois les planifications en usine, tout le monde sait qu'une usine, ça doit être agile. Je ne vois pas beaucoup d'agilité dans tout ça. Et je vois un usage du mot qui me paraît extrêmement galvaudé, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Donc, du coup, j'ai essayé de revenir à une définition de ce que voulait dire le mot agile. Parce qu'en fait, c'est effectivement un mot que tout le monde utilise en y mettant une réalité très particulière. Alors, j'ai choisi la définition de l'ouvrage qui est cité ici sur cette slide, hein, qui définit l'agilité par rapport à des réponses à des changements. Et c'est même plus précis que ça, c'est des réponses. Est-ce que les changements sont prévisibles ou imprévisibles, et les réponses prédéterminées ou innovantes. Avec la précision que si les réponses sont prévisibles et les réponses prédéterminées, on est plus dans la flexibilité. Et quand les réponses sont innovantes à des changements imprévisibles, là, on est dans l'agilité. Alors, ça a l'avantage de mettre sous forme d'un joli petit schéma quelque chose que je dis depuis longtemps. L'agilité, c'est la capacité à faire face à des événements inattendus. Et à faire face vite.
Je reviens un tout petit peu sur la flexibilité, parce que ça aussi, c'est un mot passablement galvaudé. Donc, la flexibilité, capacité à répondre de façon prédéterminée à des changements prévisibles. Par exemple, je fais exprès de prendre des exemples très variés, et pas forcément dans le monde de l'informatique, parce que c'est vraiment une question très générique. Par exemple, si vous êtes capable de produire des tas de références différentes sur une même ligne de production, vous êtes flexible. C'est vraiment ça, la flexibilité. Au passage, il y a les deux autres cadrans qui ne manquent pas d'intérêt. Si vous amenez des réponses innovantes sur des changements prévisibles, c'est peut-être pas nécessaire. Couramment, on appelle ça réinventer l'eau tiède. Et si vous essayez d'avoir des réponses prédéterminées à des événements imprévisibles, c'est peut-être pas une bonne idée. J'en reviens d'ailleurs à mon exemple tout à l'heure du système qualité. Il y a mon patron qui a dit un jour, on avait besoin des 10 commandements, on a écrit la Bible. Quand vous essayez de mettre dans votre référentiel, dans vos méthodes, dans tout ce que vous voulez, dans vos standards, les réponses possibles à tous les événements imprévisibles, vous imaginez ce qui se passe. Il se passe la ligne Maginot, tiens. 15 ans de travail, une ingénierie d'enfer, n'a jamais été traversée, mais parfaitement contournée. Pourtant, tout le monde savait déjà que les chars existaient. Mais bon. Donc, l'axe qui nous intéresse, c'est vraiment cet axe-là. Et quand on parle d'agilité, c'est bien comment on va être amené à amener des réponses innovantes à des changements imprévus. Si on se met dans cette logique, je vais revenir sur un autre mot ou acronyme qui est utilisé tout le temps et dont on finit par perdre l'essence, c'est le fameux VUCA ou VICA en français. Le monde est VICA. Il faut être agile car le monde est VICA. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors, volatile, incertain, complexe et ambigu. Chacun de ces mots a une signification bien précise. Volatile, ça veut dire qu'on a des changements rapides et des changements inattendus. Incertain, ça veut dire que les causes sont inconnues. Complexe, ça veut dire qu'on a un enchevêtrement de causes et de facteurs qui sont en interaction et qui font qu'il est bien souvent très difficile d'établir la chaîne de causes et d'effets, si ce n'est a posteriori. Et ambigu, ça veut dire interprétable. Vous noterez que ça n'est pas par hasard si j'ai mis en fond de plan un dessin qui inspire à tous quelque chose qui a à voir avec le bracelet que j'ai au poignet maintenant. Parce qu'on a pu constater ce que c'était pour de vrai qu'une situation VICA. Et on a pu constater pour de vrai aussi quelles sont les deux réactions majoritaires. La première réaction, par rapport à des événements qui sont difficiles à prévoir d'une part et difficiles à comprendre de l'autre, la première réaction, c'est de dire « le magiciel nous sauvera ». Alors le magiciel, vous pouvez y mettre un nom. Je n'en citerai pas, sinon je vais me faire de gros ennuis. Mais ça peut être un ERP, ça peut être une intelligence artificielle, ça peut être ce que vous voulez. Tout le monde a un magiciel. Alors ça, c'est le truc qui dit c'est beaucoup trop compliqué, mais vous inquiétez pas, l'informatique va nous sauver. Et c'est exactement le truc qui vous exaspère quand vous êtes sur la ligne téléphonique de la DSI qui vous dit si vous avez tel problème, tapez 1, sinon tapez 2, sinon tapez 3, sinon tapez 6. Et là, vous dites merde, j'y suis pas. Je suis dans quelle case? Je vais en prendre une au hasard. Je prends la 1. Et là, on vous dit allez voir sur le site intranet. Et là, vous êtes à deux doigts de sauter à pieds joints sur votre téléphone. Le magiciel vous sauvera. Premier réflexe. Deuxième réflexe, qui est à l'opposé du spectre des réactions. Mais c'est très simple, en fait. Ah non, mais c'est très simple, en fait. Il y a des méchants et il y a des gentils. Les méchants nous en veulent. Donc, tout ce qu'ils font, ça s'explique très bien parce qu'ils sont méchants. C'est un exemple. C'est un exemple très lié avec le petit dessin au fond.
Donc d'un côté, vous avez « c'est beaucoup trop compliqué, on va laisser ça à les logiciels spécialisés », et de l'autre « non mais attendez, non, 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 vous ne comprenez pas, mais moi je sais ». L'un comme l'autre ne nous amène que dans des impasses, je pense. Alors moi, je propose une autre chose. Quand je dis moi, d'ailleurs, beaucoup de gens sont convaincus qu'il y a une autre voie, un petit peu plus fatigante. Hein. Parce qu'évidemment, faire confiance au logiciel, c'est facile. Et dire que de toute façon, personne n'a rien compris, il n'y a que moi qui sais, c'est pas très compliqué non plus. En fait, entre les deux, il y a une autre voie qui s'appelle apprendre. Et quand on est devant des situations difficiles à prévoir et difficiles à comprendre, il y a même une deuxième dimension qui s'introduit, c'est la notion de apprendre à apprendre. Je reste convaincue, et ça fait plus de 15 ans que je fais du Lean parce que j'ai cette conviction. C'est qu'on ne peut être agile que si on apprend à faire face aux situations inattendues. Vous ne pouvez pas tout prévoir, vous n'avez donc qu'une seule solution, c'est d'apprendre à faire face aux situations inattendues. En Lean, on choisit un vocabulaire très simple qui est parfois mal compris, qui est résoudre des problèmes. Alors, c'est quoi un problème? Un problème, c'est une situation où j'ai un écart entre ce que je voudrais et ce que j'ai. Quel que soit l'écart. Il n'y a pas de problème positif ou négatif, il y a juste, je penserais avoir ça, j'ai ça. J'ai un problème. Et à partir du moment où je suis capable de voir tous mes problèmes et d'apprendre à m'en occuper, ben je deviens meilleur et meilleur et meilleur pour régler des problèmes. Tout l'enjeu, il est là. Il est d'apprendre. Sauf que l'apprentissage, et pour avoir eu des parents pédagogues, j'ai pas mal étudié le sujet, ça n'est pas du tout quelque chose de facile. Donc si on dit l'agilité est liée à la capacité à apprendre, et elle-même liée à la capacité d'apprendre à apprendre, ben pour moi, il y a deux conditions. La première condition pour apprendre, c'est de comprendre pourquoi, et la deuxième, c'est d'en avoir envie. Je me souviens de cette anecdote, il y a quelques années, j'ai pris un taxi, et puis c'était un taxi bavard, ce qui arrive, et sympathique. Donc il me demande ce que je fais, alors j'essaye de ne pas employer des mots trop techniques, hein. Pas de japonais. Je lui explique, il me dit « Ah, mais oui, je sais. J'ai transporté la semaine dernière un monsieur qui faisait le même métier que vous. C'était un monsieur japonais. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit « Moi, j'emmène les gens à la rivière, mais après, c'est eux qui boivent s'ils ont soif. » J'ai trouvé ça tellement chouette que ce monsieur japonais me transmette à distance, via ce chauffeur de taxi, cette définition que j'adopte immédiatement. Donc, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. On ne peut pas exiger des gens d'apprendre s'ils n'ont pas envie d'apprendre. Et c'est embêtant, parce que quand on parle d'agilité, on ne parle pas d'apprendre n'importe quoi. On parle d'apprendre ce qu'il faut apprendre, au moment où c'est nécessaire de l'apprendre. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, les deux clés pour moi, pour rentrer dans ce système vertueux, c'est de comprendre pourquoi et d'avoir envie. Et là, j'ai repris également une citation qui vient d'un ouvrage que je conseille à tous, si vous avez 3 heures devant vous. C'est un de ces livres dont on dit « il m'a changé la vie », vraiment. Ce n'est pas un livre de Lean, hein. C'est un livre qui s'appelle « Just Listen », peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, il est assez connu, hein, de Mark Goulson, « Just Listen », déjà le titre. Et une des choses qu'il dit, en particulier par rapport au fait qu'il faut sortir des silos, parce qu'on sait tous que des équipes travaillent très bien toutes seules, mais dès qu'on met ça ensemble, c'est beaucoup moins bien. The first thing you need to do is to break down the thick wall between silos, and to do that, build on the things all silos have in common. The sky above, a shared vision. The ground below, shared values. Et moi, je fais vraiment un parallèle avec comprendre pourquoi et avoir envie. La vision, c'est ce qui vous permet de comprendre pourquoi vous êtes en train de faire un truc. Pourquoi c'est important cette ligne de code là, maintenant? Pourquoi ça n'est pas juste une ligne de code de plus dans le monceau de lignes de code, mais que ça a un sens.
Et les valeurs partagées, c'est ce qui va donner envie parce qu'on se sent en ligne avec ses valeurs. Vous savez qu'il n'y a rien de pire que de se sentir désaligné avec ses valeurs. Alors, venons-en au leadership. Voilà ce qu'on trouve sur Internet quand on tape leadership. Ça fait peur, non? Alors, inutile de vous dire que ce n'est pas de ça que je veux vous parler, moi. Le leadership, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il vient faire avec l'agilité, et en particulier avec les 2 points que je vous ai dit, la vision et les valeurs partagées. Mais moi, je vous propose un modèle. Alors, vous savez, comme tous les modèles sont faux, mais certains sont plus utiles que d'autres. Celui-ci, il se trouve que je le trouve très utile. Si je remets un peu les acteurs différents, alors je remets au centre un mot que je n'ai pas encore prononcé, mais qui est évidemment au cœur de tout, puisque je vous ai quand même parlé de business, c'est le client. Puis vous avez le dirigeant et les équipes. Et en haut, le ciel, la vision, en bas, le sol, les valeurs. La première boucle, qui est vraiment fondamentale et que tous les dirigeants que j'ai interrogés m'ont illustré, c'est la boucle entre le dirigeant et les équipes autour de la vision. Le dirigeant, il est là pour donner la vision, pour expliquer où on va, et il est là pour aider à identifier les challenges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un challenge? Un défi en français, c'est juste, et je mets plein de guillemets à juste, un truc qu'on ne sait pas faire. On veut aller par là et il y a un truc qu'on ne sait pas faire. Et donc, quand on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'il faut? Faut apprendre. Donc, les challenges, c'est les quelques trucs majeurs qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, parce que sinon, ça ne serait plus une vision, on y serait. Et les équipes, elles donnent quoi en retour? Elles donnent la réalité. Parce que tout ça ne reste qu'un rêve si on ne reboucle pas tous les jours avec ce qui se passe en vrai. La réalité, les problèmes rencontrés. Et c'est une boucle permanente. Et déjà, cette boucle-là, elle amène à une première idée majeure et qui est loin d'être compris autrement que de façon extrêmement intellectuelle, c'est que le temps où on avait des stratèges qui pensent et des exécutants qui font est totalement dépassé. C'est-à-dire que la stratégie, c'est comment en permanence je remets à jour ce que je dois faire par rapport à ce qui m'arrive en vrai. Il n'y a pas de stratège et d'exécutant. Il y a une boucle de construction permanente de la stratégie et de la tactique. Ça, c'est la première boucle. La deuxième boucle, c'est autour des valeurs partagées. Alors, qu'est-ce que c'est que des valeurs partagées? Qu'est-ce que les gens ont comme valeurs? Qu'est-ce qu'ils attendent en général? Vous avez chacun les vôtres. C'est quelque chose de très individuel. Néanmoins, en général, il y a quelques valeurs communes. Les gens attendent d'être respectés et les gens attendent qu'on leur fasse confiance. Mais ça ne se décrète pas. Comment on fait pour installer la confiance et pour installer le respect? C'est en installant une chaîne d'aide et d'apprentissage. C'est-à-dire que ça n'est pas le dirigeant dans sa tour d'ivoire qui dit « maintenant, vas-y, apprends ». Ça, on a très peu de chances d'y arriver. C'est comment on installe dans la chaîne managériale ce qui va faire qu'on est là pour aider les gens à apprendre, pour aider les gens à résoudre. Et qu'est-ce que les équipes vous donnent en retour? Ils vous donnent de la valeur et ils vous donnent de la connaissance. Petite parenthèse importante, vous savez la différence entre de la donnée et de l'information et puis entre de l'information et de la connaissance. La donnée, je roule à 50 km/h. L'information, ici, c'est limité à 30. La connaissance, je prends quelle décision? J'ai pris une très mauvaise décision récemment. J'avais un train à prendre, j'ai choisi délibérément de passer dans un couloir de bus, j'ai raté mon train et j'ai payé 90 €. Je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. J'avais les données, j'avais l'information et j'avais la connaissance parce que j'ai un cerveau. Donc, les bases de données et de connaissances, ça n'existe pas
parce que la connaissance n'existe que contextualisée dans un cerveau. Il y a des bases de données d'information. C'est qui fait d'ailleurs la nette différence quand vous mettez 3 personnes devant Google à leur demander de faire une recherche. Enfin, 3, ça ne suffit pas. Il faut plutôt en mettre 15-20 si vous voulez qu'il y en ait une ou un qui vous amène quelque chose de différent. Confèrent certains enseignants. Je n'ai pas fait le test. Donc, la boucle du haut, la vision, permet d'identifier les challenges et par rapport à ce qui se passe en vrai, on fait la boucle. Et la boucle du bas, le dirigeant installe une chaîne d'aide et d'apprentissage qui va se traduire par de la création de valeur. Évidemment, tout ça au bénéfice du client, puisqu'il ne faut jamais oublier que dans l'entreprise, on veut gagner de l'argent, que l'argent, tout le monde en veut, mais qu'il n'y en a qu'un qui en a. C'est le client. C'est quand même important de le mettre au centre. Et puis, il reste une dernière petite boucle. Celle-ci, je l'ai représentée en très fin, mais elle est extrêmement importante. C'est la fameuse boucle qui va permettre de casser ces fameux silos. C'est-à-dire de faire en sorte que les équipes travaillent ensemble de la façon la plus fluide possible. Parce que tout ça, c'est bien joli, mais il faut le faire vite. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous ralentit ? C'est le fait qu'on n'arrive pas à travailler en flux entre toutes les équipes. Alors maintenant, je vous ai choisi un certain nombre d'exemples qui sont des paroles dites de gens que j'ai interviewés dans le livre, parce que je les trouve tellement frappantes par rapport à ce modèle que je vous ai présenté. Donc d'abord, sur la première boucle. J'ai interviewé Jacques Chaise. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent Jacques Chaise parce qu'au-delà de son long passé de dirigeant dans une grosse entreprise, il a également été cofondateur de la Société pour l'organisation apprenante, et je pense que certains d'entre vous s'y intéressent. Et Jacques, il m'a dit une phrase très simple. C'est marrant comme on a des idées, on croit tout comprendre, et une phrase, parfois, vous met une étincelle. Jacques, il m'a dit, la réalité n'est pas un point d'arrivée. Ce n'est pas le rêve du patron. La réalité, c'est un point de départ. C'est vraiment cette boucle du haut. Le rêve du patron, s'il ne s'appuie pas sur la réalité de ce qui se passe et du contexte, ça restera un rêve. Jacques a eu de gros succès dans son entreprise. Et il a réussi à augmenter son chiffre d'affaires et son résultat de façon assez faramineuse à partir du moment où il a commencé à travailler sur ce précepte-là. Un autre exemple, c'est Florence, que j'ai interviewée, qui travaille chez Thales, elle. Et Florence, le lean, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Et puis un jour, je lui ai proposé de venir avec elle pour faire un gamba dans une des usines qui dépendait d'elle. Et elle m'a dit OK, parce que je la connaissais par ailleurs, elle était sympa et tout. Mais elle m'a dit, tu sais, pour moi, le lean, c'est une secte. Vous parlez avec des mots bizarres. Donc moi, je ne comprends pas. Je dis, c'est pas grave, tu viens. On a passé la journée et le soir même, elle m'a dit, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Je suis là pour faire le lien entre la vision stratégique et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Parce que toute cette journée, on l'a passée à faire cet aller-retour. Tu m'as dit ce matin que ça, c'était important. Est-ce que tu vois sur le terrain qu'il se passe quelque chose qui a un rapport avec ce que tu as dit ? Ah non. Exemple drôle, c'était pas elle, mais un autre patron qui nous explique pendant 1h30 le matin que son enjeu majeur, c'est de baisser les coûts de ses produits parce que les concurrents sont 30% moins chers. Baisser les coûts, baisser les coûts, baisser les coûts. Et puis, on va faire un tour dans son usine. Et à chaque fois que je vois une action, quelque chose, une amélioration, je dis, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir ? Et à chaque fois, mais sans exception, ils me disent, tenir les délais, tenir les délais, tenir les délais. Et le soir, je lui ai dit, tu sais, tu as un beau rêve, mais tu es le seul. Donc ça ne va pas marcher. Parce que quand le patron rêve seul, à part s'il est tout seul, ça a peu de chances de marcher. Donc ça, c'est l'exemple de Florence. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples sur la boucle du bas. Là, c'est Nicolas Chartier. Nicolas Chartier est le patron cofondateur d'Aramis Auto. Aramis Auto a été créé en 2009 et vient d'entrer en bourse. En 20 ans, il est passé de 0 à 750 collaborateurs. Je pense qu'on peut dire que c'est une réussite. Et Nicolas est un garçon pur produit des écoles de management françaises. Donc, il a commencé à piloter son entreprise de façon très, très command and control.
Et puis un jour, il a eu un déclic parce qu'il a essayé des trucs et puis que ça ne marchait pas. Et maintenant, c'est lui qui a porté ce vocabulaire de dire, moi, mon modèle maintenant, c'est orienté support. Orienté support, c'est exactement ce qu'on a dit sur la boucle. Le patron oriente les collaborateurs sur les défis de l'entreprise et il organise la chaîne managériale pour aider les gens quand ils ont des difficultés. Je ne suis pas en train de vous vendre un monde de bisounours. Parce que je peux vous dire que Nicolas, quand il organise la chaîne managériale, il faut qu'elle se bouge. Mais le concept, c'est bien celui-là. C'est d'éclairer la route et après, de ne pas laisser les gens se débrouiller avec. Mais non pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais de leur apprendre à réfléchir à ce qu'ils font. Un autre exemple, là on se rapproche du domaine qui est probablement plus proche du vôtre, c'est Benoît Charles Lavauzel, qui est le patron de Théodo. Théodo est une entreprise du monde digital qui fait des applis web. Théodo a vu son chiffre d'affaires multiplié par 20 en 5 ans. Elle a été créée en 2009. Aujourd'hui, il y a 300 salariés. Et ça, ce n'est pas dans le livre, mais Théodo, aujourd'hui, se paye le luxe de choisir ses clients, au demeurant. Ce qui est quand même un luxe rare quand on arrive à ce niveau-là. Benoît a vraiment une croyance profonde dans le fait qu'il faut laisser les gens respirer, donner de l'autonomie aux gens. Et que ça a une influence énorme sur sa boîte. Alors, effectivement, chez Théodo, les strates managériales sont réduites à presque rien. Par contre, quand vous voulez progresser, vous pouvez monter votre start-up. C'est une valeur qui n'est pas partagée par tout le monde. Mais elle est connue, et chez Théodo, c'est ça qui est proposé. Une autre entreprise qui est plutôt dans le domaine des startups et du digital, c'est Apricity avec Caroline Noublanche. Apricity est une clinique virtuelle de fertilité. C'est un concept intéressant. Et Apricity, après le premier confinement, a vu un pic énorme des demandes, puisqu'il y avait beaucoup de couples qui attendaient leur tour. Et Caroline a vraiment bâti toute sa boîte maintenant autour de l'attention au client. On regarde ce qui arrive, pas ce qu'on voudrait qu'il arrive. Ça, cette phrase, elle est fondamentale. On regarde ce qui arrive, pas ce qu'on voudrait qu'il arrive. On est animé par l'expérience délivrée au client. On recherche l'expérience 5 étoiles. Ça, c'est comment on fait un focus sur les clients. La réalité de ce qui se passe avec les clients, pas ce qu'on leur demande. Les clients, quand on leur demande, ils vous racontent des histoires. C'est comme si je demandais ici qui regarde M6 et qui regarde Arte. Statistiquement, il y aurait 20% de menteurs. Donc les clients ne vous disent pas. Par contre, ils savent vous dire ce qu'ils n'aiment pas. Ils savent vous montrer quand ils ne sont pas contents. Et ça, c'est un cadeau. Donc, regarder la réalité de ce qui arrive, c'est une façon très banale de dire « regardez chaque fois que votre client n'est pas content ». Ce qui est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Donc là, on a quelques illustrations de la deuxième boucle. Et puis maintenant, la troisième boucle. Alors là, c'est un exemple vraiment très très récent parce que j'ai interrogé Christophe Riboulet dans mon bouquin, mais bon, il est démarré depuis quelques années et je l'ai re-interrogé il n'y a pas plus tard que 3 semaines. Christophe, Proditech est une société qui fabrique des machines de contrôle de médicaments, qui sont de très grosses machines. Le prix de vente est aux alentours de 400 à 500 kilo-euros, donc c'est des belles bêtes. Et Proditech a beaucoup souffert de la crise Covid, comme d'autres. Et il fait du lean depuis 15 ans, Christophe. Ça fait 15 ans qu'il fait de la résolution de problèmes, ça fait 15 ans qu'il a changé sa façon de concevoir ses produits en observant le client. Et il a encore complètement changé le fonctionnement de son entreprise. C'est-à-dire qu'il a tout organisé en flux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon très concrète ? Au lieu de parler du service commercial, du service marketing, du service développement, maintenant, il a identifié, à ce jour, 4 grands flux. Le flux de « je fournis pour la première fois une machine neuve », le flux de « je fournis une machine de renouvellement », le flux de « je répare une machine » et le flux de pièces détachées. Et il a des leaders de flux. Et ce qu'il me dit, c'est que ce fonctionnement en flux ne marche que si j'ai un leader. Il n'y a pas de bon fonctionnement sans leader. Et c'est quoi un leader ? C'est quelqu'un qui est capable de faire que tout le monde se batte pour le client, même s'il n'a aucun rôle hiérarchique. Ça, c'est un leader. Et ce qu'il a rajouté, c'est que ça lui a fait sortir des leaders à des endroits où il ne l'attendait pas du tout.
A contrario, hein, il y a toujours des gens sur qui on compte et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Intéressant aussi dans l'exemple de Christophe, par rapport à cette notion d'apprentissage. Christophe me dit, avant, moi, les pièces détachées, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est des trucs à 300 balles. Je laissais ça aux fournisseurs ou aux clients eux-mêmes, ils se débrouillaient. Et puis, je me suis réintéressée au flux de pièces détachées. Je m'y suis intéressée parce que j'avais de gros soucis à cause de la crise. Mais ce que j'ai découvert, c'est que j'apprends infiniment plus avec 50 pièces détachées à 300 balles par semaine qu'avec une machine à 400 000 € par an. Et que donc ce flux de pièces détachées, même si vous pouvez faire l'addition, ça ne va pas coller, mais au niveau de l'apprentissage, c'est extrêmement puissant. Et ça, je trouve que c'est quand même une réflexion de deuxième degré extrêmement intéressante. Le courage d'apprendre. Ici, vous avez 3 sœurs qui sont les co-dirigeantes de Sodebo. Alors, statistiquement encore, 50% d'entre vous en ont déjà mangé, puisque vous connaissez les salades, les pasta box Sodebo. Sodebo est une grosse entreprise, enfin relativement grosse, hein. Il y a 500 millions de chiffre d'affaires. Et ce que m'ont dit Patricia, Bénédicte et Marie-Laurence, c'est maintenant ça saute aux yeux. On était menés par les systèmes. Là, on est dans le syndrome du magiciel. Le magiciel dans les usines, c'est un truc pas facile à casser, hein. On avait l'illusion de maîtriser, mais en réalité, c'était l'informatique, c'était les processus, c'était ça qui pilotait la boîte. Il faut re-responsabiliser les gens. Et ce qu'elles ajoutent, d'ailleurs, parce que je vous dis, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Quand vous avez pendant des années, voire des décennies, donné les clés du camion à votre ERP, et puis d'un seul coup, vous dites aux gens, non mais on va regarder les choses différemment, ils disent, t'es fou, t'es dingue. Donc il faut trouver les relais qui vont bien vouloir mettre en place cette chaîne d'apprentissage. Et ce n'est pas du tout une chose simple. Le dernier, je l'aime beaucoup. Non, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Mais je l'aime beaucoup, l'exemple de Jean-Baptiste. Là, on revient sur un autre domaine. Jean-Baptiste est le patron de Paris Ouest Construction, qui est une entreprise de construction. Et vous savez, dans la construction, soit vous êtes artisan, soit vous êtes la giga entreprise. Les entreprises de 300 personnes, il n'y en a plus. Sauf lui, sur la place de Paris. Donc survivre, dans son cas, est déjà une victoire exceptionnelle. Et survivre en faisant ce qu'il a envie, au sens où il s'est maintenant mis son entreprise dans le green, dans les bâtiments éco-responsables. Un de ses potes, d'ailleurs, qui a fait la même école que lui et qui l'a retrouvé lors d'un cocktail, qui travaille dans une de ces fameuses grosses boîtes avec des responsabilités énormes, lui a dit « J'ai beaucoup plus de chiffre d'affaires sous ma responsabilité, mais toi, tu es libre ». Et ça l'a beaucoup frappé. Et qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Il dit que comme on valorise des comportements différents, on obtient à la fin une entreprise complètement différente. On va faire progresser plutôt celui qui a retiré les cailloux que celui qui a éteint les incendies. Ça a l'air de rien dit comme ça, c'est d'une banalité terrible, mais je peux vous dire que ça change tout. L'anecdote est très drôle. Chez Paris Ouest, il avait décidé de dédoubler une fonction parce que l'entreprise était en croissance. Il l'a annoncé lors d'un meeting, mais sans dire qui avait le poste. Et à la fin, un certain nombre de personnes sont allées féliciter celui dont tout le monde pensait qu'il avait le poste. Et ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui parce que le leader qui parlait beaucoup, ce n'est pas lui qui a été nommé. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup moins. On change ce qu'on entend par le mot leadership. On change la structure des boîtes avec ça. Le dernier exemple, c'est mon petit préféré parce que Nicolas, vraiment, lui, il a fait un truc étonnant. Il a racheté une entreprise en février 2020. Vous voyez, février 2020, ça vous dit quelque chose? 3 semaines après, confinement. Il a ramé, mais comme on ne peut pas imaginer. Il y en a pas mal qui lui ont dit, c'est fini, quoi. T'as vraiment pas de bol. Et en fait, là, c'est une toute petite boîte. Ils sont 15. Ils ont complètement changé la façon de travailler avec les fournisseurs, en particulier avec les fournisseurs. La logique de flux, ils l'ont amenée sur des fournisseurs locaux. Aujourd'hui, la boîte, elle se porte bien. C'était vraiment pas gagné il y a 2 ans. Et
Ce que dit Nicolas, c'est que grâce aux actions de Kaizen, de résolution de problèmes, il y a des gens qui ne parlaient jamais, qui se sont révélés et que pour lui, c'est vraiment génial. Et tout ça nous amène à quoi? Tout ça nous amène à dire, attention, le leadership, ce n'est pas que les leaders au sens traditionnel du terme. On ne demande pas de leadership qu'aux dirigeants. Le leadership, c'est comment chaque personne va vouloir se battre à son niveau pour créer de la valeur parce qu'il comprend en quoi il cotise à cette valeur et parce qu'il n'a pas peur de se tromper parce qu'il y a une chaîne d'aide. C'est ça le leadership. Et le leadership, on essaye de l'installer chez un maximum de gens et pas juste chez les dirigeants. Alors, il faut pas mal de courage aujourd'hui pour expliquer que le monde n'est pas noir ou blanc. Hein. Parce que la tendance est quand même là. Moi, j'aime beaucoup la figure du yin et du yang parce que, pour prendre une autre image, une entreprise, c'est comme un vélo. Vous pédalez et c'est pour ça que le vélo tient. Ce n'est pas parce que vous le mettez sur une béquille. Sinon, vous avez peu de chances d'avancer. Et quand vous pédalez, vous ne favorisez pas le pied gauche ou le pied droit. Si vous favorisez un des deux pieds, vous allez vous casser la figure. C'est quoi le vélo des entreprises? C'est ça, le vélo des entreprises. C'est d'augmenter la valeur en réduisant les coûts. Et il ne doit jamais y avoir de gagnant. Vous passez votre temps à augmenter la valeur pour les clients tout en réduisant les coûts pour être rentable. On peut ramener ça à croissance, chiffre d'affaires et rentabilité. Et cette équation-là ne doit jamais avoir de gagnant. C'est une tension permanente. Et un des rôles du leadership, c'est de gérer cette tension. Et vous commencez bien à comprendre là que toute cette histoire d'apprentissage, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Mais si vous choisissez d'augmenter la valeur sans vous occuper des coûts, vous allez mourir riche. Et si vous choisissez de réduire les coûts sans vous occuper de la valeur, vous allez mourir tout court. La seule variable qu'on ne maîtrise pas, c'est la durée. Sauf que pour pouvoir augmenter la valeur et réduire les coûts en même temps, il faut que chaque personne, chaque individu soit capable de comprendre en quoi il crée de la valeur et de comprendre en quoi il crée des coûts. Parce que les coûts qui nous empêchent d'être compétitifs, ce n'est généralement pas en écrasant les fournisseurs, en accélérant la productivité à produire de la mauvaise qualité qu'on l'a, c'est en arrêtant toutes nos sottises. Oui, je suis enregistrée aujourd'hui, donc je ne dis pas de gros mots. Toutes nos sottises qui coûtent de l'argent. Comment, à la fin de la journée, je me pose la question, et plus on est haut dans la chaîne managériale, plus la question fait mal. J'ai produit combien de valeur aujourd'hui et j'ai empêché combien de personnes d'en produire? C'est un petit exercice que je fais de temps en temps. En général, on ne le mène pas au bout parce que sinon, c'est dépression garantie. On en revient enfin sur les méthodes. Les méthodes, puisque c'est le titre. En quoi l'agile n'est-il pas une méthode? Les méthodes, c'est très bien. Ce n'est pas un gros mot. Le mot méthode vient du grec. Ça veut dire le chemin pour aller vers. C'est un guide qui permet de faire des choses parce qu'on ne réinvente pas systématiquement l'eau tiède. Mais moi, pour savoir si une méthode est bonne, je la passe toujours au filtre du TPS. Thinking People System. Si votre méthode vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, inquiétez-vous. Si votre méthode veut organiser la façon de faire, inquiétez-vous. Si votre méthode veut faire des trucs aux gens, inquiétez-vous. Si votre méthode veut contrôler les comportements, inquiétez-vous. Le filtre TPS, c'est de vous assurer que votre méthode, elle est là pour orienter la réflexion et pas pour vous dire quoi faire. Pour réfléchir à la façon de faire et non pas pour organiser la façon de faire. Non pas pour faire des trucs aux gens, mais pour leur enseigner des choses. Et non pas pour contrôler les comportements, mais pour leur donner de l'espace. Et à chaque fois que vous tombez amoureux de votre méthode, si. Tout le monde tombe amoureux de sa méthode un jour. Moi, je suis tombée très, très amoureuse aussi. Chaque fois que vous tombez amoureux de votre méthode et que vous en faites une fin en soi, vous êtes en train de déconner.
Donc à chaque fois, fouettez-vous un petit coup, prenez un pas de recul et demandez-vous si là, vous êtes en train de faire des trucs aux autres ou de les aider à comprendre. La tentation de faire des trucs aux autres est tellement grande. Quand on est dirigeant, on fait faire des trucs aux autres. Quand on est coach, on fait faire des trucs aux autres. Quand on est chef, on fait faire des trucs aux autres. C'est même ça qui nous promeut. On grimpe à partir du moment où on fait faire des trucs aux autres. Pas bon. Interrogez-vous à chaque fois. Et là, je ne parlerai d'aucune méthode en particulier, parce qu'évidemment, c'est une question de contexte, c'est une question de situation, c'est une question de client, c'est une question de moment. Mais interrogez-vous à chaque fois, est-ce que je suis en train de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou est-ce que je suis en train d'apprendre aux gens de réfléchir à ce qu'ils font? Et c'est un filtre extrêmement exigeant, mais vraiment pour moi et pour l'ensemble des patrons que j'ai interrogés, c'est le bon filtre qui nous amène vers l'agilité dans cette acception qui est la capacité à faire face aux changements inattendus. Je suis toute prête à écouter vos questions. Merci beaucoup. Voilà, on était juste devant la porte. On va commencer par une première question dans la salle. Non? Alors du coup, j'ai une question sur Internet. La première question sur Internet. Bonjour Cécile, pourrais-tu illustrer la notion d'apprendre à apprendre? Comment faire concrètement, simplement, pour aller dans ce sens? Alors concrètement, oui, simplement, non. Il ne faut pas rêver. Alors, il y a toute une analyse sur l'apprentissage. D'ailleurs, je vous conseille le dernier bouquin de l'équipe, Michael Ballet, Jacques Chaise, qui vient de sortir là cette semaine, que j'ai commencé de dévorer, qui fait toute l'analyse sur les réflexes du cerveau et pourquoi c'est si difficile d'apprendre. Donc, une des façons, c'est d'installer des habitudes. Je fais très attention aux mots. Parce qu'on a tendance à parler de rituel. Quand on parle de rituel, on est dans l'ordre de la religion. Quand on est dans l'ordre de la religion, on ne sait plus pourquoi on le fait. C'est juste parce que c'est une religion. Je préfère parler d'habitude, c'est-à-dire comment on change le rapport au temps. Plutôt que de se dire quand est-ce que j'aurai fini de résoudre ce problème, se dire j'aurai fait quoi pour la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après. Et puis la semaine d'après. C'est un rapport au temps complètement différent, qui évite la situation que je vis dans 95% des cas, et je n'exagère pas, qui est oui, mais bon, on a eu des problèmes et on est en retard. Ça m'intéresse moyennement, je me doute que tu as eu des problèmes. Ma question n'est pas quand est-ce que tu y arriveras, c'est qu'est-ce que tu as déjà appris. Parce qu'on va pouvoir bâtir là-dessus. Et pour faire ça, il faut donner du rythme et changer le rapport au temps. Ça n'est pas facile. Ok, voilà, ça y est, j'ai une question dans la salle maintenant. Bonjour et merci pour la présentation, très inspirant. J'ai une question légère. Est-ce que le TPS, Thinking People System, c'est un clin d'œil au TPS de Toyota? Carrément. C'est comme ça qu'ils l'appellent en interne, en fait. Parce que le TPS de Toyota, c'est Toyota Production System. Et il y a le premier gros malentendu là-dessus, c'est le mot production. C'est-à-dire, tout le monde dit « Ah, ça, c'est des usines ». Et en fait, quand vous allez chez Toyota, et j'y suis allée un certain nombre de fois, vous vous rendez compte que quand on appelle un système de production, vous produisez du soft, je produis beaucoup de slides. La production, c'est juste faire un truc. Donc le TPS, c'est faire un truc. Donc comme ils en ont un peu marre qu'on pense usine, en interne, ils l'appellent le Thinking People System. Alors une nouvelle question Internet. Quel dispositif, organisation pour accompagner les équipes, boucle du bas, boucle du haut? Alors, comme toujours, il y a les rêves et puis il y a la réalité. C'est pas seulement un rêve. La base indispensable, c'est que le dirigeant mouille sa chemise. Alors, l'image que je vous ai fait voir, elle est parfaitement fractale. C'est l'échelle d'une grosse boîte, d'un département, d'une équipe. Vous retrouvez la même boucle. Donc, il faut que le dirigeant mouille sa chemise. Le mot dont j'ai le plus horreur en ce moment, c'est le mot sponsor. Vous voyez ce que c'est un sponsor? C'est comme un armateur. Il vous donne le bateau, l'équipage, l'argent, et il vous dit « trouve-moi l'Amérique ». Et il reste dans son bureau. Un dirigeant, c'est un skipper. Il est sur le bateau.
Il donne la direction. Mais il se prend les grains. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est déjà la première des dimensions. C'est que ça passe par le dirigeant d'abord, par la chaîne managériale. Et là, on le voit, hein, et d'ailleurs, j'en parlais beaucoup avec les patronnes de Sodebo, c'est comment trouver des relais managériaux. Et puis après, bien sûr qu'on peut mettre des coachs, le moins possible. Je suis coach. Hein. Le moins possible, parce que qu'est-ce qu'ils font les coachs? Ils tombent amoureux de leur système. Donc, il faut des coachs qui soient bons, qui soient expérimentés et qui soient capables de faire réfléchir les gens, tout en ne perdant pas de vue les aspects de business. Eh bien, ces coachs-là, ils ne courent pas les rues. Une autre question dans la salle. Oui, bonjour et merci. Alors moi, je trouve que le monde est quand même un peu noir ou blanc. Au-dessus de moi, les top managers, les dirigeants, je les trouve un peu vieux monde. Ils ont l'habitude de faire et ils valorisent ceux qui font faire. Comment est-ce qu'on peut leur faire changer cet état d'esprit? Je ne citerai pas le nom de mon entreprise, puisque je suis enregistrée. Mais je suis le bon exemple qu'on peut y arriver. La vie est une progression en spirale, sans aucune allusion à aucun ouvrage que ce soit. C'est simplement qu'on a toujours l'impression de revenir en arrière, mais ce n'est pas vrai. Alors, là, en ce moment, Covid, crise, machin, ouais, il y a un énorme retour au commandant de contrôle. Mais c'est une boucle, mais on avance quand même. La question à vous poser, la question que je me suis posée, et donc je vous encourage à vous poser si vous le souhaitez, c'est quoi ma marge de manœuvre maximale? Et est-ce que je l'utilise au maximum? Et vous allez voir que plus la boîte est grosse et plus il y a de failles. Donc, je peux vous dire que quand j'ai démarré le Lean dans mon entreprise, j'étais toute seule. Et il y en a beaucoup qui ne donnaient pas cher de ma peau. Cherchez de façon innovante et créative quelle est votre marge de manœuvre. Vous savez que dans une entreprise, il y a des organigrammes et il y a des fonctionnements. Et vous savez que les organigrammes et les fonctionnements sont totalement disjoints. Oubliez les organigrammes, intéressez-vous au fonctionnement. C'est en tout cas ce que je fais. Alors, une nouvelle question Internet. Qui doit apprendre à apprendre en premier, ceux de la boucle du haut ou les autres? Alors, tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Ça n'a pas de sens de séparer. De toute façon, tout le monde à son niveau doit apprendre quelque chose. Donc, on a tous des choses à apprendre. Simplement, pour que la boucle, du haut et du bas d'ailleurs, pour que tout le monde puisse apprendre, il faut qu'ils sachent quoi apprendre. Et pour savoir quoi apprendre, il faut qu'ils aient une idée de la direction où on veut aller. Mais attention, le leadership, ça n'est pas le mec avec sa petite cape là. Suivez-moi, le leader charismatique. Oh, le troupeau de bisons derrière. Non, ça n'a rien à voir. Le leadership, c'est beaucoup plus le vol d'oies sauvages. Vous savez que celui qui est devant, il tourne. Vous y êtes fatigué. Ça n'empêche pas qu'ils vont dans la direction. C'est vraiment ça le leadership. C'est la capacité à faire qu'on met un système dans l'entreprise. Et là, on met un système qui va faire que chacun est capable de savoir en quoi il crée de la valeur. C'est un système puissantissime parce que ça donne une énergie phénoménale aux gens, une motivation de comprendre en quoi il crée de la valeur. C'est un système qui peut être aussi assez dangereux parce qu'il y a un certain nombre de gens qui découvrent qu'ils n'en créent pas. Évidemment. Une autre question dans la salle. Merci déjà pour la conférence, hyper intéressant. Moi j'ai une petite question. Vous disiez tout à l'heure que ceux qui avaient l'argent, finalement, c'était les clients. Quand on travaille dans des entreprises qui sont cotées, il y a aussi des actionnaires qui ont de l'argent, qui en apportent à l'entreprise. Ils n'en ont pas, ils en veulent. Oui, quand ils achètent des actions, ils en donnent aussi quelque part. Et du coup, ils veulent une rentabilité. Comment est-ce que vous embarquez indirectement peut-être ces populations qui, par la rentabilité, peuvent parfois faire pression sur plutôt une économie des coûts que sur de la production de valeur? Comment on peut peut-être un peu changer cette approche, ou est-ce que vous avez eu déjà à traiter ça dans votre carrière? On peut ou on peut pas. On peut ou on peut pas. Je veux dire, il y a des moments où on peut pas.
Bon, dans toutes les boîtes que je vous ai citées, il y a très peu d'entreprises du CAC 40. Hein. C'est vrai que comment je fais par exemple dans mon entreprise? Je cherche des managers qui sont assez hauts pour que quand ils parlent, j'ai plus rien à dire, et assez bas pour avoir un périmètre sur lequel ils peuvent mouiller la chemise directement. Ce qui est difficile à demander à un patron de 80 000 personnes. Donc, c'est travailler sur ces cellules-là qui existent, qui est d'un manager, alors je vais vous dire un chiffre, entre 150 et 300 personnes en responsabilité, ça dépend, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, qui, quand il va parler, en plus, il faut qu'il ait le profil qui fasse qu'il soit entendu. Alors ça dépend de votre boîte. Hein. Chez moi, je connais le profil. Hein. Si je veux être entendu, il faut quand même mieux que je prenne un mec qu'un quinquagénaire qui a fait ses 10 ans dans la boîte. Hein. C'est plus sûr. Je prends moins de risques. Donc, vous choisissez comme ça des gens qui vont mouiller la chemise. Et j'ai des exemples très drôles hein, chez moi, de gens qui ont fait des trucs fabuleux et personne ne les écoutait parce qu'ils étaient encore trop jeunes, parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne organisation. Et quand ils ont changé d'organisation, sont devenus d'un seul coup écoutés par tout le monde. Donc, c'est la façon dont je procède. Après, quand la pression des actionnaires est trop forte, il suffit que le dirigeant s'en aille. C'est beaucoup plus vite fait à démolir qu'à mettre en marche, hein, tous ces trucs-là. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Juste après, il y a une séance de dédicace. Donc, si vous voulez faire dédicacer comme moi le livre, Cécile sera à l'étage. Merci beaucoup. Merci à tous.